Alors, bonjour. On est toujours dans la lecture 14 sur les principes de dénombrement de base. On a commencé un nouveau chapitre. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il y a 3 principes de dénombrement de base. Chaque principe de dénombrement est basé sur l'un ou l'autre de ces 3 principes. Alors, le premier principe s'appelle principe de la somme. Et il est basé sur le théorème suivant. Si A et B sont deux ensembles finis disjoints, alors leur somme est vide. Si A et B est égal à vide, et A et B sont deux ensembles finis, alors la cardinalité de l'union, c'est la cardinalité de A plus la cardinalité de B. Et ça, c'est très simple parce que les deux ensembles sont disjoints. Il n'y a pas des éléments communs. Le deuxième principe, c'est le principe d'inclusion-exclusion, qui est une généralisation de du principe de la somme. Alors, le principe nous donne le nombre d'éléments dans l'union. Ces deux ensembles, maintenant, A et B, ne sont pas nécessairement disjoints. N'importe quel deux ensembles finis. Et ça dit que ça, c'est la cardinalité de A plus la cardinalité de B moins la cardinalité de A inter B. Puis, le principe de produit. Le principe de produit, il y a plusieurs façons d'énoncer ce principe. Mais nous autres, c'est plus efficace de l'énoncer sous forme du nombre de listes possibles. Alors, ici, on veut savoir combien de listes possibles des objets x1 jusqu'à, disons ici, xk. All right. Combien d'objets possibles, combien de listes possibles, ou bien combien de vecteurs possibles, x1, x2 jusqu'à xk, ayant k composantes, peut-on former si la première composante peut avoir n1 valeur, et pour chacune de ces valeurs, la deuxième composante peut avoir n2 valeurs, et pour chacune des valeurs de x1 et x2 déjà formées, x3 peut prendre n3 valeurs, ainsi de suite. Et ici, la dernière composante peut prendre nk valeurs. Alors, le nombre de tels vecteurs, le nombre de telles listes ou vecteurs, comme vous voulez, le mot liste veut dire un arrangement ordonné. Si on change les composantes, on change la liste, bien sûr. Et juste le produit de ces valeurs. Donc, n1 fois n2 fois nk. Donc, ça, c'est une façon d'énoncer le principe de produit. Donc, chaque principe de dénombrement, dorénavant, est basé sur l'un ou l'autre de ces 3 principes de base. Alors, on a fait pas mal d'exemples dans la vidéo précédente. Le but de ce vidéo, c'est de faire 2 autres exemples où on explore d'autres possibilités. Alors là, on a commencé la lecture 14 par l'exemple suivant, disant combien de mots de passe possibles pour un ordinateur? Donc, combien de mots de passe possibles si les conditions suivantes sont satisfaites. Donc, 6 ou 7 caractères. Chaque mot de passe doit avoir 6 ou 7 caractères. Les deux sont acceptables. La deuxième condition, chaque caractère est une lettre, peu importe majuscule ou minuscule, ou un chiffre. Chiffre veut dire un nombre entre 0 et 9. Et troisième condition, chaque mot de passe doit avoir au moins une lettre. All right? Donc, voici les conditions. On veut compter combien de mots de passe possibles pour un ordinateur si le mot de passe est formé de 6 ou bien de 7 caractères. Chaque caractère est une lettre de l'alphabet français ou un chiffre. Et chaque mot de passe doit avoir au moins une lettre. Donc, au moins une lettre, c'est-à-dire une lettre, 2 lettres ou 6 ou 7 lettres. OK? Donc, comment je peux résoudre un tel problème avec seulement les principes de dénombrement de base? Regardez, la meilleure façon ici de regarder ça, c'est le mot « ou » qui implique une union, n'est-ce pas? Donc, je fais l'ensemble A, c'est l'ensemble de mots de passe ayant 6 caractères, de longueur 6.
donc le nombre de mots de passe ayant 6 caractères, et B, l'ensemble de mots de passe ayant 7 caractères, n'est-ce pas? Donc, imaginez que A est une boîte qui contient des bouts de papier. Sur chaque bout de papier, vous écrivez tous les mots de passe possibles à 6 caractères. Même chose, B est une boîte contenant des bouts de papier. Sur chaque bout de papier est écrit un mot de passe ayant 7 caractères. Right? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la cardinalité de A union B, n'est-ce pas? Pourquoi le A union B? Pourquoi l'union ici? Parce qu'un mot de passe est soit dans A ou dans B, n'est-ce pas? C'est un ou. Donc, un mot de passe est soit un mot à 6 caractères ou un mot à 7 caractères. C'est un ou, donc c'est l'union. Right. Si on regarde ces deux boîtes, bien sûr, ces deux boîtes sont disjointes. Il n'y a pas un mot de passe commun entre les deux. Parce qu'un mot de passe ne peut pas avoir en même temps 6 caractères et 7 caractères. Ce n'est pas possible. Donc, ici, l'intersection de ces deux ensembles est clairement vide. Il n'y a pas un mot de passe commun. Donc, c'est quel principe que j'utilise ici pour calculer la cardinalité de l'union? C'est le principe de la somme. La cardinalité de A plus la cardinalité de B. All right? Donc là, pour terminer, il faut calculer la cardinalité de A et la cardinalité de B. Donc, regardons tout d'abord la cardinalité de A. Combien de mots de passe à 6 caractères? Bien sûr, qui respectent toutes ces 3 conditions. Right? Sans aucune restriction, hein, si je regarde la cardinalité de A ici, je calcule ça, un mot de passe dans A est de la forme x1, x2, x3, x4, x5, x6. N'est-ce pas? x6. Il y a 6 caractères dans un mot de passe dans A. Chacun des caractères peut prendre combien de valeurs? Un caractère est soit une lettre, il y en a 26 lettres, ou un chiffre, il y a 10 chiffres. En 0 et 9, il y a 10 chiffres. Donc, au total, un caractère peut prendre 26 plus 10, c'est-à-dire 36 valeurs. Je regarde maintenant l'ensemble, ou bien le nombre de mots de passe à 6 caractères sans aucune restriction. Je ne regarde pas les restrictions tout de suite. Je regarde seulement la condition que le mot de passe a 6 caractères. Pour chacune de ces valeurs de x1, x2 peut prendre aussi 36, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et x3 peut prendre 36, et ainsi de suite. Donc, il y a 36 fois 36 fois 36, 6 fois, 36 à la 6 mots à 6 caractères, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est sans tenir compte des autres conditions. Donc, le nombre de mots de passe à 6 caractères, sans tenir compte des restrictions, c'est 36 à la 6 par le principe du produit. C'est le principe du produit qui me dit comment choisir, ou bien comment compter le nombre de mots de passe dans ce cas. Maintenant, je regarde les autres conditions. Chaque caractère est une lettre ou un chiffre, ça c'est déjà respecté, n'est-ce pas? Il y en a 36 au total. Comment je respecte cette condition? Chaque mot de passe doit avoir au moins une lettre. Okay? Le mot au moins ici est important. Donc, le mot de passe ne peut pas avoir 0 lettre. C'est-à-dire, le mot de passe ne peut pas juste être formé par des chiffres. Hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ça, c'est le nombre de mots de passe au total ayant 6 caractères, sans aucune restriction. Si j'enlève de ce nombre moins le nombre de mots de passe formés seulement des chiffres, hein? Si j'enlève le nombre de mots de passe formés seulement des chiffres, qu'est-ce qu'il va me rester? Donc, imaginez la boîte A qui contient tous les mots de passe à 6 caractères et j'enlève de cette boîte tous les bouts de papier qui contiennent des mots de passe formés par des chiffres seulement. Qu'est-ce qui reste dans la boîte? Il reste les mots de passe qui ont au moins une lettre. Parce que j'ai enlevé tous les mots de passe qui sont formés par les chiffres seulement. Alors, combien de mots de passe qui contiennent seulement des chiffres? Okay? Alors, revenons à cette condition ici. Un mot de passe formé seulement des chiffres. Pour x1, il y a 10 possibilités. Donc, ici, je regarde le nombre de mots de passe formés seulement des chiffres. Pour x1, il y a 10 possibilités. Pour x2, il y a 10 possibilités, ainsi de suite. Par le principe de produit, il y a 10 à la puissance 6 mots de passe formés seulement des chiffres. Donc, ça, c'est le nombre de mots de passe à 6 caractères, sans aucune restriction. J'enlève de ce nombre le nombre de mots de passe à 6 caractères formés des chiffres seulement. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste ici, c'est le nombre de mots de passe
à 6 caractères où il y a au moins une lettre. All right. Donc, ça, c'est la cardinalité de A. Ça, c'est la cardinalité de A. La cardinalité de B est calculée de la même façon parce que la différence, c'est juste le nombre 6 échangé à le nombre 7. C'est le nombre de mots de passe à 7 caractères. Donc, de même, je fais le même argument. Je trouve que la cardinalité de B, c'est 36 à la puissance 7, duquel j'enlève 10 à la puissance 7. Donc, au total, le nombre de mots de passe, c'est la somme de ces deux cardinalités. Donc, 36 à la 6 moins 10 à la 6 et plus 36 à la 7 moins 10 à la 7. Donc, comme vous voyez, j'ai mélangé ici le principe de la somme avec le principe de produit à l'intérieur. All right? Un autre exemple très classique aussi, c'est peut-être le nombre des entiers qui sont divisibles par un certain entier. Donc, ici, combien d'entiers positifs, combien d'entiers, disons, entre 23 et 367 qui sont divisibles par 3 ou par 7. All right? Combien d'entiers entre 23 et 367 qui sont divisibles par 3 ou par 7? OK? Au total, combien d'entiers entre 23 et 367? Au total, il y a 367 moins 23 plus 1. N'oubliez pas d'ajouter le plus 1 à la fin. Okay? Entier entre 23 et 367, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est 4, 2. Donc, ici, si vous faites le calcul, donc ça, c'est 344 plus 1, 345. Right? Donc, il y a 345 entiers entre 23 et 367 inclusivement, incluant 23 et 27. Mais nous autres, parmi ces 345 entiers qui sont entre 23 et 367, combien sont-ils divisibles par 3 ou 5? Ou 7. Hein? Donc, le mot « ou » ici, c'est un clé parce que ça me suggère de faire l'union. Donc, soit A, l'ensemble des entiers, entre 23 et 367, qui sont divisibles par 7. Est-ce que c'était 7? Par 3 tout d'abord. Et soit B, même chose, l'ensemble des entiers entre 23 et 367 divisible par 7. Qu'est-ce que la question me demande? La question me demande trouver la cardinalité de A union B. Pourquoi? Parce que un entier qui est divisible soit par 3, soit par 7, c'est un entier qui se trouve dans l'union de A et B. Parce que A, c'est l'ensemble de tous les entiers dans le domaine donné qui sont divisibles par 7, et B, c'est l'ensemble de tous les entiers dans le domaine donné qui sont divisibles par 3 et par 7. Donc, un entier est divisible par 3 ou par 7, c'est un entier qui se trouve dans l'union de ces deux ensembles. Donc, je dois trouver combien d'éléments dans l'union, ou bien la cardinalité de l'union. Selon le principe d'inclusion-exclusion, ça, c'est la cardinalité de A, plus la cardinalité de B, moins la cardinalité de A inter B. All right? Est-ce qu'on connaît chacune de ces cardinalités? Bon, qu'est-ce qu'il y a dans A? A, c'est tous les entiers entre 23 et 367 qui sont divisibles par 3. Right? Bon, qu'est-ce que c'est qu'un entier divisible par 3? C'est de la forme 3K. Ça, c'est un entier divisible par 3. Et je veux que cet entier soit entre 23 et 367. Donc, je cherche tous les entiers K tels que 3K est compris entre 23 et 367. Combien de tels entiers K? Bien sûr, je dois diviser par 3 tout d'abord pour voir le nombre. Donc ici, je fais 23 divisé par 3. Et là, je trouve ici, si je divise par 3, je trouve 7,666 inférieur à K, inférieur à. L'autre, c'est 122,333, ainsi de suite. OK. Donc,
pour que 3K soit compris entre 23 et 367, il faut que le K soit compris entre 7.666 et 122.333. Mais rappelez-vous que K est un entier. Donc, si K est supérieur à 7.666, la plus petite valeur de K, c'est vraiment 8, n'est-ce pas? Parce que K est un entier. Et si K est inférieur à 122.333, la plus grande valeur de K, c'est 122. All right? Donc, maintenant, combien d'entiers entre 122 et 8? Il y en a 122 moins 8 plus 1, n'oubliez pas le 1, qui donne 115 entiers. Donc, la cardinalité de A est 115. Pourquoi ça c'est vrai? Parce que, regardez, un élément dans A, c'est un élément de la forme 3K qui satisfait ces inégalités. Donc, combien de valeurs de K possibles? Il y en a 115. Donc, il y a 115 éléments possibles dans A. Pour la cardinalité de B, je fais de même, sauf que maintenant, je regarde la divisibilité par 7. Donc, ici, un élément de B est de la forme 7K, et je veux que cet élément soit entre 23 et 367. Et pour isoler l'entier K, je divise par 7 de deux côtés. Et donc, ici, je fais alors 23 divisé par 7. Et donc, 3 points quelque chose, bien sûr. 3.2 inférieur à K inférieur à 367 divisé par 7. Ça me donne 52.40. 52.42. Bon, de nouveau, A est un entier, donc la plus petite valeur de K, c'est juste 3. Pardon, c'est 4. Et la plus grande valeur de K, c'est 52. Et combien d'éléments y a-t-il entre 52 et 4? Il y en a 49. Donc, 49. Donc, ça, c'est 52 moins 4 plus 1, qui est 49. Donc là, ça, c'est la cardinalité de B. Donc, la cardinalité de B est 49. Il y a 49 entiers entre 23 et 367 qui sont divisibles par 7. OK, donc on a trouvé jusqu'à date, on a trouvé la cardinalité de A, on a trouvé la cardinalité de B, il nous reste la cardinalité de l'intersection A inter B. Qu'est-ce que c'est qu'un entier dans A inter B? Un entier dans A inter B, c'est un entier qui est dans A et dans B en même temps. C'est-à-dire, c'est un entier qui est divisible par 3 et divisible par 7 en même temps. Bon, il faut faire attention ici. Comme 3 et 7 sont premiers entre eux, c'est-à-dire il n'y a pas de diviseur commun autre que le 1. Entre 3 et 7, le seul diviseur commun, c'est 1. Alors, un résultat d'arithmétique dit que un entier qui est divisible par 3 et par 7 est la même chose qu'un entier divisible par 21. 3 fois 7. Right? Donc, ici, pour l'intersection A inter B, pour la cardinalité de l'intersection, je dois chercher tous les entiers qui sont divisibles par 3 ou par 7, par 3 et par 7, c'est-à-dire tous les entiers qui sont divisibles par 21. C'est la même chose. Donc, dire qu'un entier est divisible par 3 et par 7 en même temps, c'est équivalent à dire que cet entier est divisible par 21. Right? Donc, je veux chercher tous les entiers qui sont divisibles par 21, c'est-à-dire 21K, mais qui sont compris entre 23 et 367. Alors, bien sûr, ici, 23 divisé par 21, c'est 1, quelque chose. Donc, c'est 1, quelque chose, inférieur à K. Et 367 divisé par 21, ça me donne 17.47. Le premier entier supérieur à 1, quelque chose, c'est 2. N'oubliez pas que K est un entier. Et la plus grande valeur de K, c'est 17. Combien d'entiers entre 17 et 2? C'est 17 moins 2 plus 1 qui est 16. All right? Donc, ça, c'est la cardinalité de l'intersection. Et comme ça, je trouve le nombre d'entiers. C'est la cardinalité de A, ici qui est 115. La cardinalité de A qui est 115, plus 49, j'imagine, c'était l'autre. Et moins 16, je fais ce petit calcul. Ça, c'est le nombre d'entiers entre 23 et 367 qui sont divisibles par soit 3, soit 7. Alors là, je vous encourage à regarder tous les exemples qui étaient faits dans la lecture. Il faut comprendre chacun de ces exemples et faire tant d'exercices suggérés que possible. Les solutions sont déjà là.